Et voilà, Joe Biden jette l'éponge, c'est officiel. La campagne présidentielle est plongée dans l'incertitude aux États-Unis à un peu moins de 100 jours du scrutin, un peu plus de 100 jours. C'était évidemment l'info de ce dimanche soir. Qui pour le remplacer? Quelles conséquences? On en parle avec nos invités. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Bonjour Jean-Éric Brana. Qui n'est pas encore là, qui va pas tarder à nous rejoindre. Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous. Et Régis Le Sommier, éditorialiste, spécialiste des questions internationales dans ce studio. Bonjour Régis. Bonjour Stéphanie. Alors Régis, on le sentait arriver ces derniers jours, on s'y préparait, mais c'était quand même un petit peu le coup de semonce hier, la grande surprise aux États-Unis. Probablement depuis le débat calamiteux face à Trump, beaucoup de démocrates se sont dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut que Joe Biden passe la main, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que sinon on va tout droit direct vers la réélection de Trump. Alors il y a eu des pressions, il y a eu des éditos un peu partout dans la presse, y compris son ami George Clooney qui s'y a mis la main à la pâte pour essayer de pousser Joe Biden vers la sortie. Ça a été compliqué. Ça a été une bascule, les people justement, Hollywood, ça a pesé. Surtout, et puis Barack Obama, et puis pas mal de gens derrière. Il faut savoir que cette annonce, elle a eu lieu quand même, elle a surpris beaucoup de gens dans son timing. Hier, même Kamala Harris apparemment n'a été informée que dimanche que Joe Biden allait, ça en dit long d'ailleurs sur le fait, peut-être sur leur relation, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été, c'était dans l'ordre des choses, mais le timing était un peu étrange. Et puis on se dit aussi pour les démocrates, que de temps perdu. Finalement, quand on voit l'énergie de Donald Trump aujourd'hui et la façon dont, à la faveur de cette tentative d'attentat, il a réussi à vraiment se booster. On va en parler, Régis, de Donald Trump, évidemment. Mais d'abord, sur les raisons, Nicole Bacharan, Régis Le Sommier l'évoquait, évidemment, la bascule avec les soutiens retirés, notamment de George Clooney, qui a toujours été un fervent soutien de Joe Biden, mais également de Barack Obama. Ça a évidemment pesé, avec également l'argent qui était le nerf de la guerre, et beaucoup de donateurs qui finalement faisaient demi-tour. Ah mais oui, absolument. Les donateurs ont bloqué. Ceux qui prévoyaient de verser des fonds, ils ne l'avaient pas encore fait. On dit, on bloque, on va voir. Mais tant que c'est Joe Biden, on n'y croit plus et on ne verse plus d'argent à la campagne. Et déjà hier soir, après l'annonce de désistement de Joe Biden, eh bien les donateurs sont déjà là. Ils sont revenus. C'est un test important parce que ça dit, que eux au moins ils croient dans les chances de Kamala Harris. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle va être élue, ni même que ça sera facile. Il y a eu 50 millions d'engrangés. 50 millions, je crois, sauf erreur de ma part, d'engrangés juste après le retrait de Joe Biden, c'est ça, en faveur de Kamala Harris? Oui, exactement. C'est exactement ça. Régis Le Sommier, ça dit quelque chose? Il y a finalement un vrai soutien à l'endroit de Kamala Harris, qui est pourtant assez critiqué aux États-Unis. Alors, Kamala Harris est critiquée aux États-Unis, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il faut, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je m'en réfère notamment au tweet de Barack Obama, qui est assez édifiant, qui a dit les démocrates sont dans un territoire inconnu, entrent en territoire inconnu, et il a expliqué qu'il y aurait une nomination, le candidat qu'il a dit outstanding, extraordinaire, serait nommé par les délégués. Donc, il n'a pas du tout endorsé Kamala Harris. D'autres l'ont fait. Je crois que Bernie Sanders non plus. Enfin, il y a un certain nombre de caciques du parti qui ne sont pas tout à fait sur cette ligne. Donc, cette nomination, elle ne vient pas de soi. Kamala Harris a eu une vice-présidence plutôt en demi-teinte. On ne l'a pas beaucoup vue. Est-ce qu'elle a pu le faire? La vraie question, elle est là. Mais elle aurait dû normalement être la candidate naturelle après commencer un petit peu l'idée qu'il y avait en 2020, c'est-à-dire de
mettre l'expérience de Joe Biden avec la nouveauté et la capacité justement d'élargir aux minorités, aux femmes, etc., avec Kamala Harris. Mais cette transition ne s'est pas faite du tout. Et aujourd'hui, la candidature de Kamala Harris pour les démocrates, elle ne semblait pas du tout évidente et elle est contestée en interne. Donc c'est déjà peut-être un signe de contestation et on espère que la convention des démocrates en août ne va pas se transformer comme celle de 68 où ça avait été la foire d'empoigne et comment le retrait de Lyndon Johnson avait amené Richard Nixon au pouvoir. Alexandre Omar. Oui, nous sommes avec Denis Jacquet, un auditeur, un entrepreneur français vivant aux États-Unis. Denis Jacquet, vous êtes avec nous ? Je suis totalement avec vous, malgré l'heure. Bonsoir Denis Jacquet, ou faut-il dire bonjour? Il est quelle heure chez vous? Vous êtes à New York? Souhaitez-moi de me recoucher après. Mais je vous le souhaite, Denis. On le disait, vous êtes entrepreneur français, installé depuis plusieurs années aux États-Unis, grand observateur de la politique américaine. Vous avez également accessoirement écrit un livre. Il faut être transparent vis-à-vis de nos auditeurs. Pourquoi votre prochain patron sera chinois chez Erol? Vous avez envie de nous parler justement de votre expérience. Vous le voyez arriver, vous, ce retrait de Joe Biden? On le sentait, vous savez, c'est un peu comme dans une tempête ou dans un cyclone, le toit s'arrache progressivement. Donc, après le débat, on a vu contre Trump qui a été calamiteux, on a vu la première pan s'enlever, parce que c'était très surprenant de voir CNN, certains canaux médiatiques, etc., commencer à questionner la capacité de Biden à y aller. Donc ça, c'était le premier point. Oui. Ensuite, vous venez de le citer, Hollywood, CNE, un George Clooney, mais d'autres ont commencé à s'élever. Et puis surtout, et vous venez d'en parler également, l'argent a commencé à se tarir. Je crois que la campagne a encore 242 millions sur son compte, donc on n'est pas en faillite. 240 mais néanmoins, millions. Voilà. Ouais, il reste à peu près 240 millions sur le compte de campagne aujourd'hui chez Biden. Dont pourra disposer Kamala Harris. Décider de l'affectation. Dont pourra disposer Kamala Harris. Alors, il pourrait être utilisé autrement, mais j'imagine mal qu'ils le gardent pour faire autre chose, mais ils ne sont pas obligés de le verser à la campagne de Kamala Harris. D'accord, ça veut dire, Régis, qu'un autre candidat, on rappelle qu'il y aura une convention le 19 août, oui. D'ailleurs ils vont se réunir un mercredi prochain, je crois, les démocrates, pour définir les modalités de la désignation du nouveau candidat, mais enfin ce candidat pourra bénéficier de cet argent, parce qu'au début on disait il n'y a que Kamala Harris qui le pourrait. Oui, pour le moment, oui, c'est... Alors la question de la nomination du candidat, en fait, il y a aussi une possibilité que ce candidat soit nommé avant la convention. Je pense que les démocrates aujourd'hui essaient de gagner du temps parce que chaque semaine de perdu, chaque jour même de perdu sans candidat est problématique parce que évidemment le camp d'en face, lui, il est énergisé. J'ai évoqué cette question de la tentative d'assassinat et du point levé de Trump, mais également ce qu'il faut dire, c'est que les Républicains ont immédiatement nommé leur vice-président, donc J.D. Vance, et que la convention de Milwaukee s'est déroulée de façon impeccable. Donc la narration républicaine, c'est une machine de guerre, et face à ça, eh bien on a quoi? On a un président qui avait obtenu la nomination et qui se retire. Donc on est dans un territoire, Barack Obama lui-même écrit un territoire inconnu. Donc il va falloir se mettre en ordre de bataille, éviter les divisions. Est-ce que ça va être possible? Et éviter que cette convention, comme je le disais tout à l'heure, ne se transforme en foire d'empoigne. Régis Le Sommier, vous restez avec nous, Nicole Bacharan aussi. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Denis Jacquet, vous irez vous coucher tout à l'heure. Et Jean-Éric Brana nous a rejoint dans quelques instants, Trina. Bientôt 11h15 sur Europe 1 pour réagir sur l'actualité avec Stéphanie Demuru et ses invités. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. On se retrouve avec nos invités évidemment pour parler de cette campagne présidentielle américaine qui vient de basculer. Joe Biden qui jette l'éponge. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Nicole Bacharan, Régis Le Sommier et Denis Jacquet, un entrepreneur français qui nous accompagne depuis les États-Unis et qui nous explique un petit peu comment les choses se passent sur place. Jean-Éric Brana,
Clairement, Kamala Harris est dans les starting blocks. 500 délégués ont déjà prêté allégeance. Elle a engrangé plus de 50 millions après le retrait Biden. Est-ce que c'est la femme de la situation ? On peut appeler cela la femme de la situation. En tout cas, ce que Kamala Harris apporte, c'est un nouveau narratif à une campagne qui était totalement morne et qui était même pire que ça pour les démocrates. Ils allaient à la catastrophe et ils en ont pris conscience le jour du débat, le 27 juin. C'est à ce moment-là que la plupart des démocrates sont sortis du déni et que les cris sont sortis pour demander à Joe Biden de se mettre sur le côté. Alors ce nouveau narratif va bien sûr devoir contrer celui de Donald Trump qui lui a un narratif extrêmement fort. Ne sous-estimons pas ce qu'il y a de l'autre côté puisqu'il représente une partie de la culture américaine. Il était déjà cette culture américaine à lui tout seul avant même de rentrer en campagne en 2016. Et c'est donc une très grosse partie à laquelle Kamala Harris va s'attaquer maintenant. Alexandre, vous avez un auditeur qui vient de réagir. Oui, Stéphanie, ça réagit beaucoup au Standard. Et j'ai Christophe qui, lui, vit une partie de l'année aux États-Unis. Et pour lui, c'est une bonne chose que Biden se retire pour la vice-présidente, qui est une personne connue et qui a sillonné les États-Unis. Elle s'est beaucoup battue pour que l'avortement devienne légal. Elle a une forte personnalité et elle sera plus forte que Biden pour lui. Ah, Régis Le Sommier. Alors, vous avez bien suivi et bien connu Kamala Harris, puisque vous avez enquêté, pas Kamala Harris en personne, mais connu personnellement. Non, voilà. Non, parce qu'on va lancer des rumeurs sur cette antenne tout d'un coup. Non. Vous avez enquêté dans son entourage lorsque vous étiez chez Paris Match. Expliquez-nous un petit peu qui elle est. En 2021, au moment de son élection, j'avais passé 15 jours en Californie justement pour faire un papier. On avait fait la couverture avec Kamala Harris. On avait titré à l'époque la femme la plus puissante du monde. Bon, 4 ans plus tard, il faut quand même reconnaître qu'on s'est un petit peu emballé. On a cru que et que au final, ces 4 ans de vice-présidente ont été un peu ternes. Mais pour revenir sur sa personnalité, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pur produit de la côte ouest des États-Unis. Alors, c'est pas quelqu'un de consensuel, c'est quelqu'un qui à la fois a grandi dans on va dire l'aristocratie démocrate de San Francisco, qui sait très bien, c'est un peu une technocrate en fait. Quand on la voit et quand elle parle, elle est pas très bonne en discours, elle est pas elle ne se suscite pas. Vous savez, à l'époque, on s'était dit, ça va être la Barack Obama au féminin. En réalité, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il faut voir chez Kamala Harris. Et quand elle avait été choisie, il faut rappeler les circonstances. Elle s'était affrontée avec Joe Biden pour la nomination du Parti démocrate. Elle avait obtenu 0 voix pour cette nomination, donc elle n'était pas très populaire. Et elle avait été mise avec Joe Biden pour faire un ticket de façon à attirer les femmes, les minorités, etc. Mais quand on regarde la carrière de Kamala Harris, c'est plutôt un flic, c'est-à-dire un procureur très sévère et qui est critiqué dans les communautés noires justement à cause de son attitude quand elle était attorney générale de Californie. Nicole Bacharan, Kamala Harris qui va devoir quand même aussi porter le bilan alors positif et négatif de Joe Biden. On parle souvent du bilan notamment sur l'immigration qui est quand même cher aux Américains. Oui, alors c'est vrai que l'immigration, Donald Trump en a fait le sujet central de sa campagne et de ses attaques contre le camp démocrate. C'est pas exagéré de dire que le système d'immigration est débordé, en plein chaos. Joe Biden n'a jamais pu obtenir du Congrès les crédits supplémentaires qu'il demandait à la fois pour traiter tous les dossiers en souffrance et pour sécuriser la frontière. Donald Trump tenait à ce que le chaos persiste et c'est vrai que Kamala Harris avait été chargée par Biden d'aller négocier avec les pays d'Amérique latine pour essayer de contenir le flot d'immigrés à partir de leur point de départ. Donc, à l'évidence, elle va être attaquée là-dessus parce que ça n'a pas fonctionné. Mais cependant, le bilan de Biden, elle peut le défendre avec fierté. Le chômage est très bas, l'inflation est très basse. Il a mené un programme social avec succès sur la question de la dette étudiante, du prix des médicaments qui sont exorbitants aux États-Unis. Donc beaucoup de catégories doivent être soutenues à cet égard. Les investissements dans le climat, dans les infrastructures, dans les technologies de pointe. Et là, je pense que la difficulté pour elle, ça va être à la fois de dire « je poursuis » le projet de Joe Biden, ce projet qu'elle défend depuis 2 ans en campagne, mais d'imprimer sa marque.
Et ça, je crois elle a peu de temps pour le faire, mais elle va s'efforcer de le faire. Denis Jacquet, vous qui êtes un homme d'affaires, un Français aux États-Unis, vous faites des affaires là-bas, vous êtes d'accord avec cette analyse tous les feux sont au vert au niveau du bilan économique de Joe Biden? Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même dans cette élection, c'est que Biden a gagné les élections parce qu'il y a eu un vote de dernière minute, notamment de la communauté noire américaine, contre Trump. Il y a une mobilisation contre. Donc c'est pas un président qui a été élu pour lui, il a été élu contre Trump. C'est déjà manifestement très très différent de ce qui s'est passé contre Trump et Clinton, où Trump a gagné à la régulière. La deuxième chose, juste pour corriger ce que disait votre intervenante tout de suite, non, l'inflation, malheureusement, elle n'est pas du tout jugulée. C'est la raison pour laquelle la Fed ne baisse pas les taux depuis un moment alors qu'elle devait le faire, parce qu'elle reste très haute. Les prix sont juste délirants aux États-Unis dans les grandes villes, et c'est ce que reprochent les classes populaires à Biden aujourd'hui. C'est oui, il y a peut-être des succès, on signe des contrats, mais la vie quotidienne coûte une fortune. Et puis enfin, Kamala Harris, elle fera jamais le score d'Anne Hidalgo. On peut jamais faire pire que ça, mais elle, comme le disait votre intervenant, elle suscite aucun engouement. Donc c'est pas le charisme d'Obama, elle entraîne personne dans son sillage. Donc c'est très loin d'être gagné. C'est-à-dire que pour gagner cette élection, il faut aller chercher ce dernier ressort d'électorat qui ne vote pas d'habitude et qui va dire je viens me battre contre Trump. Et en plus, Trump marche un petit peu sur l'eau ces dernières semaines. Ça va le tenir jusqu'en novembre, il va être très difficile à battre. Jean-Éric Brana, c'est vrai ce que dit Denis Jacquet, Kamala Harris, elle a été testée 37 fois après le débat raté de Joe Biden. À chaque fois, Donald Trump la distance largement, et c'est vrai que Donald Trump bénéficie d'une forme d'aura, il joue même l'unité. Aujourd'hui, il va être difficile à battre, en tout cas si c'est Kamala Harris. Pour l'instant, on n'a pas d'autres noms sortis du chapeau. Alors, j'ai pas entendu ce qu'a dit Denis Jacquet, mais en revanche, en reprenant ce que vous venez de répéter, les sondages qu'on a eus sur Kamala Harris et que vous évoquez sont des sondages nationaux. Le sondage national n'a quasiment aucune importance dans une élection, si ce n'est pour donner le vent. Et comme elle n'était pas encore candidate, le vent n'était pas de son côté. On a des sondages qui sont dans les États et qui sont radicalement différents, notamment, alors pas sur la Rust Belt, dans lesquels elle a une vraie faiblesse, c'est-à-dire les États qui sont autour des Grands Lacs, mais que ce soit dans le Nevada, la Géorgie ou l'Arizona, qui sont des États absolument importants dans cette élection puisqu'ils sont extrêmement serrés, elle performe beaucoup plus que Donald Trump et pourrait le battre. Maintenant, c'est l'effet candidature qui va nous montrer tout cela, parce qu'il y a une vraie différence entre l'avant et l'après. Une fois que vous êtes, tant que vous n'êtes pas candidat, je veux dire, dans la réponse, il y a aussi une partie de la loyauté de certains démocrates qui ne veulent pas donner de réponse en faveur de Kamala Harris parce qu'ils sont pro-Biden. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas encore réalisé ce qu'elle pouvait apporter ou ce qu'elle était. Vous avez remarqué quand même que depuis hier soir, le monde entier a les yeux tournés sur les États-Unis. Et c'est vrai que, alors que la convention républicaine avait été excellente et avait lancé en orbite Donald Trump, tout s'est arrêté brutalement avec cette annonce hier à 14h heure locale. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau dans la campagne, un vent nouveau. Maintenant, il faut voir si ce vent va faire une tempête ou s'il va retomber aussi rapidement. Nicole Bacharan, c'est vrai que on en a beaucoup parlé depuis hier, ici ou là, mais c'est vrai que c'est maintenant Trump qui finalement attrape un petit coup de vieux. C'est exactement le terme que j'emploie depuis hier soir. Il a pris même, je dirais, un sacré coup de vieux. Tout d'un coup, le vieux dans l'élection, c'est lui. Et souvenons-nous qu'il y a un an à peu près, quand la campagne a vraiment démarré, il y avait 70% des Américains qui disaient, poliment ou pas, on ne veut pas revoir ces deux vieux. Donc ça va être difficile pour lui maintenant de convaincre qu'il est le seul à avoir de l'énergie. Bon, je ne suis pas inquiète, il a déjà des angles d'attaque contre Kamala Harris, il a déjà un sobriquet, il l'appelle Laughing Kamala, Kamala la rieuse, mais dans une façon péjorative parce qu'elle a un rire vraiment bruyant et communicatif. Il dit qu'elle est folle, she's nuts.
Ah bah, il fait du Trump, quoi. Les républicains, non seulement l'attaquent sur le bilan de Joe Biden, en disant que ça ne va être qu'une pâle copie et ça va être encore pire, ils l'attaquent sur le fait qu'elle n'a pas fait savoir publiquement, c'était vraiment pas son rôle, que Joe Biden était en mauvais état de santé, donc elle a contribué à cacher tout cela. Les républicains attaquent, je trouve ça assez savoureux, je dois dire, sur tout l'aspect légal de ce changement de candidat. Est-ce que c'est bien dans les règles du Parti démocrate? Est-ce que c'est bien dans les règles financières fédérales sur le financement des campagnes? Est-ce que c'est bien dans les délais d'inscription dans les 50 États d'un candidat différent? Ils sont prêts à faire des procès pour ça. Donc on voit que la campagne, elle a redémarré au quart de tour et impossible à dire quel sera l'aboutissement. On ne va pas s'ennuyer. Restez avec nous, chers invités. On va continuer à parler donc de cette campagne présidentielle américaine qui bascule. 11h30 sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe 1 et vous et Stéphanie Demuru recevra aussi le député RN Mathieu Vallet et Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué des Républicains. Et on va évidemment continuer aussi à parler de cette campagne auparavant. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Ah, alors ça donne la pêche. On est tous sur la table. Je crois que j'ai vu Régis Le Sommier sauter. Quelle version, quoi. Ah oui, magnifique cette version, Bebe. C'est la version qui existait dans la base d'Europe 1. Elle avait autant de coffres. Effectivement. Incroyable. Bon, écoutez, incroyable, Liza Minnelli. Régis Le Sommier, est-ce qu'elle va avoir autant de coffres Kamala Harris? Parce que là, on a l'impression que ça y est. Nicole Bacharan nous disait, bon, elle a toutes les chances de gagner. Il y a quand même quelques petits obstacles de taille. Oui, il y a des obstacles de taille. D'abord, cette nomination, la façon dont elle va se faire, cette convention qui a lieu à partir du 19 août prochain. Donc ça laisse beaucoup, il y a encore beaucoup de temps. Il y a un petit peu moins d'un mois et tout évidemment va s'agiter et il va y avoir des tractations, etc. Non, ce qui est plutôt assez inquiétant pour elle, c'est le tweet de Barack Obama hier, oui, qui ne la soutient pas, qui ne l'évoque même pas. Nancy Pelosi non plus. Mais pourquoi alors, ce qui est très étonnant parce que Barack Obama et Kamala Harris ont une histoire commune. Ça a été au moment où Barack Obama a recherché la nomination républicaine, donc c'est affronté au camp Clinton. Donc, eh bien, en 2008, eh bien, Kamala Harris avait été une des premières en Californie, les premières élues californiennes à soutenir Barack Obama, et elle s'était affrontée d'ailleurs. Un certain nombre de donateurs de sa campagne en Californie ensuite ont refusé, parce c'était des fidèles d'Hillary Clinton, ont refusé, ils considéraient qu'elle avait trahi Hillary Clinton. Donc quelque part, elle a aidé Obama au moment de son ascension, et là, lui ne l'aide pas. Oui, ce qui peut paraître curieux quand même. Ce qui peut paraître curieux, ça veut dire qu'en coulisses, eh bien, il y a des choses qui se passent. Ça veut dire que le Parti démocrate n'est pas en ordre de bataille et que, encore une fois, je le répète, Kamala Harris n'apparaît pas comme une candidate naturelle. Jean-Éric Brana, Kamala Harris n'apparaît pas pour vous comme une candidate naturelle. D'autres noms pourraient sortir du chapeau. Hier, déjà, il se murmurait que Hillary Clinton pourrait faire son retour. Vous y croyez? Ah, ça vous fait rire. Mais tout comme Régis me fait beaucoup rire dans sa démonstration, puisque il est trop futé et trop aguerri de la chose américaine pour savoir que si Barack Obama n'a pas cité Kamala Harris, comme Nancy Pelosi, comme Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat, comme Hakeem Jeffries, le leader des démocrates à la Chambre, c'est tout simplement parce qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter. Autrement dit, comme on est dans une convention, eh bien, il faut pouvoir permettre à des candidats éventuels de se déclarer. Et ces leaders-là n'ont pas voulu interférer avec la liberté des uns et des autres en disant que les jeux étaient déjà faits. Il faut également respecter l'ensemble des adhérents du parti. Mais 500 délégués l'ont déjà fait, Jean-Éric Brana. Mais non. Les délégués sont déjà choisis et vont pouvoir partir avec un vote puisqu'ils sont libérés. Mais il n'empêche que dans la chose politique, il est important de respecter les uns et les autres. Imaginez, puisqu'on a beaucoup cité ces noms-là, que Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, ou que Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, a eu envie de partir alors que on avait déjà des appels à se réunir derrière Kamala Harris. Ils auraient pu dire, mais écoutez, attendez, respectons les règles, alors qu'on est en train de nous imposer Kamala Harris après une
une procédure. Si jamais on était tous partis sur la ligne de départ en janvier, ça n'aurait pas été la même. Et bien sûr, il faut faire les choses. Mais rassurez-vous, tout cela vont se réunir derrière Kamala Harris très rapidement. Dès que la chose se sera un petit peu décantée, ça va pas tarder. Et comme vous l'avez dit, il y a déjà des délégués des délégations entières, puisqu'on a déjà celle de New Hampshire, de la Caroline du Sud, Caroline du Nord, du Tennessee, qui en délégation entière votent pour Kamala Harris, et ça va se multiplier dans la journée. Jean-Denis, je vous rebaptise Denis Jacquet. Denis Jacquet, vous êtes d'accord justement sur place avec cette analyse. Quels sont les noms qui sortent régulièrement? Parce que vu d'ici, c'est peut-être pas la même chose, effectivement. Non, mais monsieur les a très bien rappelés. Ceux qui sortent du chapeau, on les connaît tous. Je pense qu'en fait, ils ont envie d'y aller sans avoir envie d'y aller. D'abord, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils soient très nombreux à se précipiter pour combattre Trump, parce que c'est quand même un exercice très difficile, très périlleux cette année, parce que là, Trump, c'est Van Gogh et Jésus-Christ en même temps. C'est-à-dire qu'il a l'oreille arrachée, il marche sur l'autre. C'est quand même difficile d'aller le chercher cette année. Donc, je pense qu'ils vont se positionner pour la prochaine et dire « je me présente, je veux y aller » pour que les Américains se mettent ça en tête dans 4 ans et disent une fois que Trump est parti, là, je vais pouvoir remporter cette élection. Il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas y aller pour pas pardonnez-moi l'expression, pour pas se cramer, des gouverneurs. Oui, ils vont pas se cramer. Donc je pense qu'ils vont se montrer sans aller trop loin. Donc ils vont mettre Kamala Harris. Moi, je pense qu'elle perdra, mais on peut avoir des surprises. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de tenter ça. Donc l'histoire est un peu écrite pour Kamala Harris, je pense. Nicole Bacharan, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, en tout cas sur l'histoire qui est écrite, mais une chose est certaine, la Terre entière a les yeux tournés vers les États-Unis. Il va y avoir beaucoup de conséquences sur la politique internationale. Oui, évidemment. Je voudrais juste reprendre 2 ou 3 petits points qui ont été évoqués dans le débat. On passera à l'international après parce qu'il nous reste peu de temps. Mais allez-y, Nicole Bacharan, je vous en prie. Je vous ferai tout dans une seule phrase. Allez-y. Sur la question de l'inflation, certes, elle est encore là, mais depuis l'inflation due au Covid, elle a beaucoup ralenti grâce au programme de Biden. Pas au point forcément que tous les Américains s'en sentent mieux. Pour ma part, j'ai pas dit que Kamala Harris avait toutes les chances de gagner. J'ai dit simplement qu'il y avait de nouveau un espoir côté démocrate. C'est pas sûr qu'elle perde. Et comparé à la situation d'avant-hier, c'est énorme. En fait, sur la situation internationale, Kamala Harris sur l'Ukraine est évidemment dans la lignée de Biden, soutien à l'Ukraine, pas de troupes au sol, de plus en plus d'armes. Sur la question du Moyen-Orient, c'est plus compliqué, elle s'est peu exprimée, on ne sait pas très bien où elle va aller. Il va y avoir un contact très important avec Benjamin Netanyahou, qui est à Washington dans la semaine, qui va prononcer un discours au Congrès, qui va rencontrer Joe Biden et également Kamala Harris, mais évidemment, Kamala Harris, qu'elle devienne ou non finalement présidente, elle est dès aujourd'hui surveillée très très près dans toutes les chancelleries internationales. Jean-Éric Brana, est-ce que ça va vraiment peser cet aspect international où finalement les Américains n'en ont cure ? Je crois que l'international ne compte quasiment jamais dans la politique américaine. Et en réalité, même cette année, c'est vrai que Gaza a un peu secoué sur les gazettes, ou dans les gazettes. Mais c'était plus du bruit qu'autre chose, parce que les jeunes qui sont remontés contre Joe Biden, à part dans le Michigan, autour de Dearborn, qui est un lieu très particulier avec une communauté arabo-américaine qui est très soudée et très forte, pour le reste, ils ont d'autres raisons de se rallier à Joe Biden s'ils veulent le faire. C'était plus la morosité ambiante qui faisait qu'ils s'éloignaient de ces deux candidats extrêmement vieux et qui donnaient pas envie. Mais c'est pas vis-à-vis de l'international. La plupart des Américains et tous ceux qui sont dans le débat le savent bien, se détournent assez facilement de l'international, zappent quand ça passe à la télé, ne sont pas intéressés quand vous leur en parlez. Je pense pas que ça motive un vote. Régis Le Sommier, en revanche, pour nous, ça va changer beaucoup de choses, pour nous autres Européens, et notamment dans le soutien à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, le vice-président de Trump a dit « j'en ai rien à fiche de l'Ukraine ». Quant à Trump, lui, il veut arrêter
arrêter la guerre et on sait que ça ne sera pas forcément en faveur de l'Ukraine. Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui m'a toujours étonné, j'ai couvert quelques campagnes américaines et quand je discutais avec des électeurs dans l'Ohio, c'est de se dire en effet, comme le disait Jean-Éric, ils en ont rien à foutre de l'international, mais leur vote change beaucoup de choses pour nous et en particulier cette fois-ci évidemment c'est une politique totalement différente. On a vu pendant la convention de Milwaukee J.D. Vance esquisser ce que pourrait être la politique de Trump avec une dose de pragmatisme un peu différente et carrément je dirais qui tranche un petit peu avec ce qu'a fait Joe Biden. Pour la question de l'Ukraine, il est clair que consécutivement à ce qui a été dit à cette convention, il y a deux éléments que je retiens. D'abord, le fait que Volodymyr Zelensky est appelé à une conférence de paix incluant la Russie cette fois-ci à la rentrée. Donc ça, c'est un élément nouveau. Et l'autre élément nouveau, on l'a vu, on en a parlé, mais on l'a pas ausculté dans le détail, c'est le cavalier seul diplomatique de Viktor Orban qui, en quelques jours, a été rencontré Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping et pour terminer, à Mar-a-Lago, en Floride, chez Trump, le week-end. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place et qui esquissent cette politique, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Sur la question du Moyen-Orient et de Gaza, J.D. Vance, lui, et Donald Trump ont toujours eu des positions très hostiles à l'Iran et plus alignées sur Netanyahou, bien que les relations entre Netanyahou et Donald Trump soient exécrables. Jean-Éric Brana, vous voulez réagir sur cet aspect international ? Je suis à peu près d'accord avec l'analyse de Régis là-dessus, si ce n'est que la particularité de J.D. Vance, c'est que sa voix compte encore moins que les autres. C'est un vice-président potentiel. Là encore, il n'aura pas à donner sa voix vis-à-vis de l'extérieur. Il n'y a guère que Cheney qui a fait ça à un moment donné, et puis Biden quand il était choisi pour cette cause-là. Mais c'est pas du tout la mission qui est dévolue aujourd'hui à J.D. Vance. Pour le reste, je trouve que Régis a bien résumé la situation telle que je la vois aussi. Merci en tout cas Jean-Éric Brana, merci à Nicole Bacharan, Régis Le Sommier et Denis Jacquet, vous pouvez aller vous recoucher, ça y est, vous êtes libre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Trop tard, il fait trop beau, c'est trop tentant. Bon, c'est bien s'il fait beau à New York. Merci à vous.